Ça y est, DaVinci Resolve 20 est sorti et oh mon dieu, je crois que c'est une des meilleures mises à jour que j'ai vues depuis de nombreuses années. Vous n'êtes pas prêts, vraiment, je n'étais pas prêt. Je regardais cette vidéo me décrire les fonctions et j'étais juste entre bouche bée et rire de plaisir. C'est juste hallucinant. Allez, je vous fais le détail. Bienvenue sur Joli Pixel, la chaîne de la post-production en général et de DaVinci Resolve en particulier. Je vais vous faire un petit tour de la version 20 de DaVinci Resolve, pas de toutes les fonctions parce qu'il y en a plus de 100, là je vous en ai fait une bonne trentaine et croyez-moi, c'est vraiment du lourd. Il y a des choses qu'on attendait depuis très longtemps, des choses qui étaient d'ailleurs dans ma wishlist, et il y a des choses qu'on n'attendait pas et qui sont hallucinantes. Bon alors avant toute chose, avant de s'emballer, pour rappel, c'est une version bêta. Une version bêta, ça porte bien son nom, c'est pour les gros bêtas qui les installeraient comme moi, parce qu'ils sont trop pressés. C'est une version qui par définition va contenir des bugs, donc si vous êtes en plein milieu d'un projet, n'allez pas installer la bêta. Si vous n'avez pas envie de jouer avec des trucs qui marchent pas encore parfaitement, n'allez pas installer la bêta, elle sortira d'ici quelques mois, quand les premiers bugs seront écartés. Mais si jamais quand même vous avez envie d'essayer la version bêta, chose importante à faire, utilisez une nouvelle bibliothèque. J'ouvre ici ma page d'accueil, vous voyez que là c'est ma bibliothèque normale, Patrick. Ici j'ai créé une test DVR1 en faisant @project library et je vais faire tous mes tests là-dedans. D'une part parce que quand vous passez à la version 20, il est fort probable que vous ne puissiez pas après ouvrir la même bibliothèque avec la version 19, si jamais vous le revenez en arrière, parce qu'en général la bibliothèque se met à jour et est uniquement valable pour la dernière version. Et d'autre part, comme ça vous faites toutes vos bêtises, toutes vos tests dans une bibliothèque à part, comme ça pas de souci. Et on va commencer par un truc qu'on attendait depuis longtemps. Ça y est, un nouvel éditeur de keyframe. On l'a attendu celui-là. L'éditeur de keyframe était tout pourri avant. Maintenant, voilà à quoi il ressemble. Alors, comment ça se passe? Ici, je vais ici dans keyframe. Et vous allez voir que j'ai deux boutons. Ici, un qui me permet de voir les keyframes et un autre qui me permet de voir les courbes. Et donc, par exemple, ici, si dans mon clip, là, je rajoute un keyframe de zoom à cet endroit-là, et puis un deuxième keyframe de zoom, ici, je vais bien monter. Vous voyez que les deux keyframes, je les retrouve ici. Mais si je vais dans la partie ici, courbe, eh bien, je retrouve des courbes. Ici, je retrouve mes deux points. Par exemple, je vais aller choisir mes deux points, et je me mets en mode transition douce à l'entrée et à la sortie, et je peux aller modifier ça de manière beaucoup plus facile qu'avant. Je peux même carrément encore agrandir pour le mettre carrément en plein écran. Et il y a aussi, pour pouvoir retrouver ces keyframes dans la timeline, un petit bouton ici qui pour l'instant ne marche pas. Il a d'abord marché au début quand j'ai essayé, maintenant il marche plus, il est grisé, je ne sais pas pourquoi. C'est probablement les fameux bugs dont je vous parlais pour une version bêta. Mais en gros, je vous explique, tout à l'heure, lorsque j'appuyais, eh bien, ça rajoutait ici une petite fenêtre qui m'indiquait les keyframes du clip qui était actuellement sélectionné. Voilà, mais pour l'instant ça marche pas. Des viewers verticaux pour ceux d'entre vous qui aiment faire des vidéos en format verticaux, TikTok, Instagram, etc. Bon, d'une part, on pouvait effectivement forcément travailler sur une timeline en verticale, mais du coup, on avait un viewer qui était un petit peu petit. Eh bien, dorénavant, il y a ce petit bouton-là qui vous permet d'avoir une toute autre proposition de vue. Et si je veux revenir en arrière, ici, je reclique ici et je retrouve mes deux viewers. Selon la taille de votre écran, parce que là, je suis sur une copie de mon MacBook Pro pour avoir un écran de format 16:9 classique, mais en vrai, j'ai un très grand écran. Si vous avez un très grand écran, pas facile à dire ça. Si vous avez un très grand écran, le fait d'appuyer sur ce petit bouton vous amènera non pas un, mais bien deux viewers, un pour la source et un pour le programme. Une fonction d'enregistrement des voice-over. Alors comment ça se passe? Ici je suis dans la page Edit et on va retrouver un nouveau bouton qui est celui-ci. Je vais cliquer dessus et s'ouvre cette petite interface. Vous voyez qu'ici je retrouve le choix de l'entrée audio. Également où est-ce que va aller mon enregistrement, soit automatique, soit de choisir la piste dans laquelle il va, laissons-le en automatique pour voir. Et ici le nom du fichier que l'on va donner à la voix que l'on va enregistrer. VO Patrick. Et ici j'ai quelques petites options, notamment ici le compte à rebours de 3 secondes, ça c'est pas mal du tout. Ensuite, j'appuie sur le petit bouton Record, j'ai un petit compte à rebours. Et ici, je peux enregistrer ma voix off. Une fois que je suis content de ma voix off, eh ben, j'arrête d'enregistrer. Et vous voyez qu'ici, il a créé une nouvelle piste avec VO Patrick 01 que je peux écouter. Et ici, je peux enregistrer voilà, ça c'est des choses qu'on pouvait faire dans Fairlight, maintenant on peut le faire directement depuis la page Edit, et de manière beaucoup plus pratique, avec ce compte à rebours notamment, des options pour le monitoring, donc déjà, pas mal du tout. Mais, si vous allez dans la page Cut, ce même VoiceOver a en plus des fonctions de prompteur. Alors, comment il marche ce prompteur? Je vais ici dans la page Cut. Et ici, je retrouve ici ce même VoiceOver. Sauf que vous voyez qu'ici, ça a rajouté deux choses. D'une part, ici, on retrouve un petit peu les réglages que j'avais tout à l'heure, mais ici des réglages de script. Ici, par exemple, je peux charger
mon script, c'est-à-dire le texte que je vais avoir à dire. Ce texte, il est ici, il s'appelle prompter, voilà. Et vous voyez qu'automatiquement, quand je vais me déplacer dans ma timeline, il va me mettre mon texte. Comme ça, ce sera très facile. Je peux également me dire que ce texte, j'ai à le dire entre un point in et un point out, et automatiquement, ça va ajuster la vitesse. Bon, là, ça va être un petit peu rapide. Si par exemple, je viens ici au départ, vous voyez qu'ici, on a une vitesse qui est déjà assez rapide. Je vais encore un petit peu agrandir, ça va forcément encore ralentir la vitesse. Et donc comme ça, c'est très pratique, vous voyez ce que vous avez à dire dans le voice-over. Il paraît même qu'on pourrait piloter le défilement du texte avec son speed editor, si vous en avez un, grâce à la molette. Ben, moi, j'ai pas réussi. Voilà. Je sais pas si c'est une fonction qui va venir ou si c'est encore un bug. En tout cas, pour l'instant, ça marche pas. Mais ça devrait marcher un jour. Une amélioration du titre texte plus. Alors, je vous montre ici, j'ai mis un petit texte plus. Imaginons que je mets un très long texte, donc ceci est un très long texte qui a tendance à déborder de l'écran. Et de fait, il a complètement débordé de l'écran. Avant, on aurait dû, pour voir l'entièreté du texte, commencer ici à jouer et faire des retours à la ligne. Eh ben vous me voyez venir, plus maintenant, puisque dorénavant, il y a ici, dans le layout, le choix entre le type de layout. Donc là, on a le point, le habituel, mais on a également maintenant le text box. Et dans le text box, il y a le wrap to text box. Donc ça a créé une petite boîte dans laquelle se trouve le texte. Là, actuellement, vous voyez pas la petite boîte, c'est parce que je n'ai pas mis le viewer du Fusion Overlay. Et là, je le vois, et donc du coup, je peux modifier ma text box. Et automatiquement, le texte s'adapte. Ça, c'est un temps de fou de gagner. C'est fou qu'il ait fallu attendre 2025 pour avoir ça, mais on l'a, donc on est quand même content. Mais c'est pas tout, nous avons déjà le text box, c'est super, mais également le circle. Oui, il est possible dorénavant de faire un texte en cercle, avec la possibilité de rotation, avec la possibilité de réduire la taille du cercle, donc pas mal du tout, mais encore un troisième, le mode path, donc le mode chemin, et donc là vous allez définir un chemin qu'il va suivre, et le texte ici va suivre le chemin donné. Tout ça, si vous connaissez Fusion, vous savez qu'on pouvait le faire dans Fusion, maintenant c'est directement accessible depuis Edit, pas mal du tout. Un nouveau moyen de faire du texte, le multitexte. Là, je suis dans un multitexte, ben, ça porte bien son nom. Vous voyez qu'ici, actuellement, j'ai un texte, le texte 1. Ben, je peux en rajouter un deuxième, voilà, qui s'appelle le texte 2, et un troisième, et un quatrième, et de différents modes. Actuellement, on était au mode point, mais on peut également en mettre en mode box, comme on vient de le voir juste avant, ou en mode cercle. Il n'y en a pas en mode pass. Bon, ça, c'est un peu dommage. Et quel est l'avantage de ça? Eh bien, c'est que tout ça est contenu au sein d'un seul et même clip. Mais néanmoins, je peux aller modifier chacun des textes séparément. Par exemple, le texte 3, je peux aller décider de celui-là, je le veux en couleur rouge, voilà, très bien. Le texte 1, je le veux en bleu. Et donc je peux tout modifier séparément sans avoir plein de clips empilés pour arriver à faire ça. Ça rend la timeline beaucoup plus claire, c'est plus rapide à travailler, c'est pas mal. Décomposition des couches d'un fichier Photoshop. Là, actuellement, j'ai un fichier Photoshop, bah, je le vois en entier, voilà simplement le résultat du fichier PSD qui contient plein de couches, là, j'aurai le résultat de toutes les couches. Mais je peux faire également, dorénavant, clic droit et Split PSD Layers in Place. Et automatiquement, vous voyez que ça a séparé en de multiples couches qui composaient mon PSD, et je peux donc travailler chaque chose séparément, modifier le zoom, et ainsi de suite. Très chouette. La timeline dans le viewer source, il y a des petites modifications à ce niveau-là, c'est-à-dire que je peux mettre par exemple cette timeline dans le viewer source. Alors avant, je vais d'abord faire une première chose, c'est que je vais rajouter une deuxième timeline, une deuxième visualisation de timeline, voilà, une au-dessus, une en dessous. Et par exemple celle-ci, je vais lui dire Open Timeline in Source Viewer. Donc cette timeline, elle est vue dans le viewer source. Vous voyez que dorénavant, ici, elle est en bleu. C'est-à-dire qu'on sait que c'est une timeline en mode source. On sait également que c'est la même timeline ici, puisqu'elle est en bleu. Et ici, par exemple, en bas, ben, je vais mettre, voilà, ici, cette timeline-là. Et j'ai donc ici deux timelines. Une qui est dans le viewer source en bleu, et l'autre qui est dans le viewer programme en rouge. La différence, c'est que la timeline qui est dans le viewer source, je ne peux pas la modifier. Parce que c'est une source, n'est pas quelque chose de modifiable. C'est pas la timeline dans laquelle on travaille. C'est une timeline source. Et après, bah, je peux passer des clips de l'un à l'autre, bah, simplement en glisser, déposer, ou avec un bon vieux ici, .in, .out, et je vais le poser ici, par exemple, là, en insert, et ça va faire automatiquement l'insert. Apparemment, ça, c'est des méthodes de travail plus utilisées par les utilisateurs de Avid. Personnellement, je vois pas trop l'utilité, mais bon, j'imagine qu'il y a des tas de gens qui font « Waouh, c'est génial, enfin, il y a ça dans DaVinci Resolve ». Mais pas moi.
un convertisseur de voix. Alors ça, je vous en ai pas encore parlé, mais c'est une des fonctions qui utilise beaucoup l'intelligence artificielle, et de manière générale, cette version 20 utilise à mort l'intelligence artificielle. Là, on sent vraiment que Blackmagic Design a entièrement passé le pas vers l'IA, notamment l'IA générative. Ça, c'est des fonctions qui vont arriver un petit peu plus tard, mais déjà ici, avec ce convertisseur de voix, on a de l'IA générative. On est en plein bouleversement de ce qu'est DaVinci Resolve et de ce qu'il va devenir, notamment avec ce convertisseur de voix. Alors, comment ça marche? J'ai ici une voix, voilà, ma voix. Bienvenue sur Joli Pixel, la chaîne de... Voilà, hein, le truc habituel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici si je fais un clic droit et que je vais dans Voice Convert? Eh bien, j'ai le choix de modifier ma voix, de la transformer en une autre voix. Alors actuellement, il y a 3 modèles, tous des modèles US. J'imagine que par la suite, il y aura d'autres modèles faits davantage pour des voix francophones. Cela dit, les modèles US marchent déjà bien pour des voix francophones. Donc allons-y, je vais prendre le modèle masculin numéro 1. Je peux soit lui demander de créer cette nouvelle voix à la place de mon clip actuel, ou de le mettre sur une autre piste. Là, je vais le rendre à la place de mon clip actuel. Je fais Render. Il analyse mon clip. Ça va relativement vite. Et à présent, écoutons cette voix US. On voit bien que c'est la voix US, c'est indiqué ici. Écoutons ça. Bienvenue sur Joli Pixel, la chaîne de la post-production en général et de DaVinci Resolve en particulier. Et vous voyez que ça suit le lipping. Bienvenue sur Joli Pixel. Regardez, ce lipping est absolument nickel, quoi. En général et de DaVinci Resolve en particulier. C'est assez fou, c'est assez fou. Donc ça, en soi, c'est assez dingue, mais il y a plus dingue. C'est qu'on peut également créer son propre modèle. Je pourrais créer un modèle de ma propre voix, et ensuite utiliser ce modèle pour remplacer la voix de quelqu'un d'autre. C'est là que ça devient potentiellement touchy, parce que, évidemment, ça veut dire qu'on peut copier la voix de quelqu'un. Et donc là, évidemment, c'est toujours à utiliser avec l'autorisation de la personne dont vous allez utiliser la voix pour créer le modèle. C'est là que, voilà, potentiellement, c'est une zone un petit peu touchy. Je vais pas vous faire la démonstration de cette partie-là, parce que c'est un peu plus long et qu'il y a tellement de choses à voir qu'on va pas voir ça ensemble, mais en tout cas, c'est d'une puissance hallucinante. Là, on est vraiment arrivé dans l'IA au sein de DaVinci Resolve. Un petit truc beaucoup plus simple, mais qui fait plaisir, ici, si je choisis mon clip audio et que je vais dans Audio, je descends dans la partie Equalizer, et vous voyez que dorénavant, il y a 6 bandes et non plus 4 comme avant. C'est bienvenu. L'effacement automatique du cache. Les caches ils peuvent s'accumuler au fur et à mesure des projets, et si on ne pense pas tant de temps à aller les effacer, ben ça s'accumule, et c'est des gigas et des gigas qui prennent de la place et qu'on peut oublier à un moment, on comprend pas pourquoi son disque dur est rempli. Et bien dorénavant, ça peut s'effacer tout seul. Ici, je vais aller dans mes préférences, je vais dans mes préférences utilisateurs, je vais aller dans Cache Management, et ici, je peux choisir de sélectionner ou pas le fait d'effacer les fichiers de cache qui sont plus vieux que un certain nombre de jours. Par exemple, là j'ai mis 30 jours. En général, un montage, je l'ai terminé dans le mois. Ça veut dire que là, du coup, tout ce qui est au-delà du mois, c'est effacé automatiquement. C'est du boulot en moins à faire. La sélection des polices visibles dans Texte Plus. Alors actuellement, si on rajoute un Texte Plus et qu'on va ici choisir la police, eh ben on a un nombre incalculable de polices et des fois c'est un petit peu compliqué, surtout qu'on travaille spécifiquement avec 2 ou 3 polices en particulier. Par exemple, pour un projet, on a un client qui a des polices types. Bah, c'est pénible à chaque fois d'avoir à les rechercher parmi cette très longue liste de polices. Eh ben on peut changer ça. Pour cela, on va créer ici un petit fichier texte. Par exemple, ici, j'ai créé un petit fichier de texte dans lequel il y a simplement indiqué « Avenir », la police « Avenir ». Et maintenant, dans DaVinci Resolve, j'ouvre mes préférences. Dans User, je vais dans la partie Editing. Je descends tout en bas. Et ici, dans Texte, je choisis « Display Only Specific Fonts ». Là, ensuite, je vais aller choisir mon fichier fonts que j'ai créé qui contient toujours « Avenir ». Je fais « Open », « Save ». Et à présent, si je vais dans mon Texte Plus, que je déroule la liste, eh bien il n'y a plus qu'une seule police qui est montrée, c'est Avenir. Et ça veut dire aussi qu'à chaque fois que je vais mettre un nouveau Texte Plus dans ma timeline, ben, j'aurai même pas à choisir la police, automatiquement il se met en Avenir. Par contre, vous voyez qu'il y a un petit bug pour l'instant, actuellement il met à chaque fois Font Not Found Open sans semi-bold. Je sais pas pourquoi il essaie de choisir cette font qui actuellement effectivement n'est plus accessible. Ben, il suffit de rouvrir la liste déroulante et c'est réglé. Mais pour l'instant il y a un bug. Une nouvelle fonction à partir de l'intelligence artificielle, le IntelliScript. C'est assez dingue. Je trouve que c'est pas fini encore, mais c'est assez dingue. Je vous montre ce que c'est. Alors, imaginons que je dois tourner une petite fiction entre 2 personnages. Là, j'ai demandé à ChatGPT de me prendre un magnifique petit scénario que j'ai ensuite tourné. Et donc, ensuite, j'ai tourné chacune des répliques d'un personnage, puis chacune des répliques de l'autre personnage. Ça a créé cet ensemble de clips. Et bien, la première chose qu'on va faire, c'est je prends cet ensemble de clips, je fais un clic droit, je vais de AI Tools,
audio transcription et transcribe. Ça, vous connaissiez déjà. Ça permet de repérer le texte qui est dit au sein de chacun des clips. Et maintenant que les textes ont été transcrits, on peut reprendre l'entièreté des clips, faire un clic droit et aller dans AI Tools, Create New Timeline Using IntelliScript. Et là, il me demande à connaître mon script, un fichier texte dans lequel il y a le texte avec les dialogues. Et ben, pas de problème, je vais aller lui donner, l'IntelliScript c'est celui-là, c'est Marc et Lucie, c'est le nom des deux personnages donnés par le ChatGPT. Vous voyez ici le texte, hein. Voilà, on retrouve à chaque fois les protagonistes et ce qui est dit. Je fais Open, et automatiquement, il a créé la timeline. En se basant sur le script, il a été chercher chacune des prises, et il a créé ce montage, voyons ce que ça donne. T'as vu ce qu'il a osé dire devant tout le monde? Ouais, franchement, il a zéro filtre, le gars. J'ai failli exploser, mais je me suis retenu. Mais vénère, hein. Je te connais, t'as la mâchoire qui se crispe. Mais grave! Bon, je sais, vous allez me dire, mon Dieu, que c'est bien joué, c'est hallucinant, mais ce qui est aussi hallucinant, c'est quand même ce qui vient de se passer, quoi. Ça a créé le montage tout seul. Et si vous avez plusieurs prises, et c'est mon cas, bah ces prises, vous les retrouvez ici en haut. Alors actuellement, il y a un autre bug, c'est que plutôt que de remplir les pistes qui étaient vides, il en a créé des nouvelles. Donc là, ici, je vais retirer les pistes vides. Et donc, on voit que pour chacune des prises, il y a plusieurs prises qui sont possibles. Et ça, pour moi, c'est un des trucs qui est moyen, puisque donc actuellement, si je veux écouter celle-là, je dois désactiver cette prise et activer celle-là. Mais si elle est un peu plus longue, ce qui se passe... Tout le monde. Ouais, vous voyez que la prise que j'ai choisie ici, elle est coupée, puisque la longueur du clip est toujours relative à la longueur du clip qui avait été sélectionné initialement, donc celui-là. Donc ça, tel quel, je trouve pas ça super pratique. Faudrait voir quelle est la méthode la plus rapide, la bonne vieille méthode ancienne de choisir sa prise manuellement, et puis de faire un in-out et de mettre dans la timeline, ou ça, je sais pas, je suis pas encore convaincu. Mais ça reste bluffant en termes technologiques. Un visualisateur de beats. Ici, j'ai cette musique. On l'écoute, la musique ? Elle est très sympa. On fait un clic droit et dorénavant, on a Show Music Beats. Je clique, ça analyse ma musique et vous me voyez venir automatiquement. Ça va placer des petits repères aux endroits de chacun des beats. Et là, on le voit, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Ça a créé ici un petit repère. Et en plus, il est magnétique. Ça veut dire que si j'ai cette image que je veux mettre à chaque fois, tous les 2 temps, eh bien ici, je me mets en mode magnétisme. Ici avec le petit aimant, et je positionne ici, et qu'automatiquement il va coller à chacun des bits, et je peux en copier plusieurs versions, ici à chaque fois je mets tous les 2 temps, tous les 2 temps, tous les 2 temps, et vous allez voir que c'est nickel. Ça c'est un gain de temps de fou, c'est vraiment génial. Un éditeur de musique automatique, ça c'était dans ma wishlist, et honnêtement j'y croyais pas des masses. Eh ben en gros, ils ont été piqués à Premiere Pro, un truc que Premiere Pro fait très bien, à savoir la possibilité de rallonger une musique automatiquement, et ça va créer un remix automatique de cette musique. Par exemple là, j'ai mon montage qui se termine là, mais ma musique, elle est trop courte. Ce que je peux faire ici, si je choisis ma musique, dorénavant, vous avez ici le AI Music Editor. Vous pouvez soit donner ici une durée manuellement, soit activer le Live Stream. Et à ce moment-là, si vous élargissez ici ce clip, on le laisse un petit peu travailler, il analyse tout ça, et il est en train de nous créer un petit remix, de voir quelles sont les parties qu'il va dédoubler pour arriver dans la bonne longueur. Et ça y est, il a fini le travail. Vous voyez que ici, il a créé une édition. Écoutons l'édition. C'est absolument transparent. Mais actuellement, par contre, il n'est pas parfait. Alors c'est normal que ce soit pas toujours parfait, parce que forcément, il va bien éditer la musique, donc il va pas rajouter juste un temps et avoir tout d'un coup 5 temps, alors que la musique en compte 4. Donc forcément, selon les types de musique, ça collera plus ou moins bien. Mais du coup aussi, il vous fait plusieurs versions. Par exemple, là, on est dans la version 1. Il y a également la version 2. Et la version 2, elle est nickel, elle finit bien au bout de la musique, ça c'est parfait. Et il peut proposer jusqu'à 4 versions différentes. Comme ça, écoutez un petit peu les différentes versions. Là, on voit qu'il a fait un point de montage et un deuxième ici, qui permet que ça termine... Pas mal du tout. Des sous-titres animés au sein de DaVinci Resolve. Comment ça se passe? Alors, vous saviez qu'on pouvait faire des sous-titres ici, si je choisis mon clip et que je vais dans Timeline, AI Tools, Create Subtitles from Audio. Automatiquement, ça ouvre cette petite fenêtre, je fais Create, et là, comme avant, ça crée les sous-titres. Jusque-là, rien de neuf, mais c'est déjà génial. Mais voilà, c'est des sous-titres qui bougent pas, c'est vraiment des sous-titres sous-titres. Ils n'ont pas d'animation. Eh ben, dorénavant, si vous allez ici, dans les effets, dans la partie titre, j'ouvre ici ma partie titre, il y a une partie dorénavant Subtitles. Il y a d'une part ici des sous-titres qui ont simplement un layout un peu différent que simplement tout blanc. Ça, c'est déjà chouette. Mais surtout, il y a ici les Animated. Et donc, ce qui se passe, c'est que je prends par exemple ce Animated et je vais venir ici le placer dans la piste sous-titres, dans l'entête. Et automatiquement, vous voyez ce que ça fait. Bon, les sous-titres automatiques, c'était déjà franchement pas mal. Mais là, ça suit la voix. On va en prendre ici un autre, le Word Highlight.
Bon, les sous-titres automatiques, c'était déjà franchement pas mal. Voilà, le statement. Bon, les sous-titres automatiques, c'était déjà franchement pas mal. Et si vous voulez un petit peu régler l'intérieur de ça, ben vous choisissez votre piste de sous-titres, vous allez dans Track, vous voyez ici qu'on retrouve mon statement, qui était donc celui que je viens de rajouter, et je peux ici aller modifier, d'une part, comme d'habitude, la taille, la couleur, et ainsi de suite. J'ai encore tellement de choses à vous montrer. Mais avant ça, on fait une petite pause pour vous dire, si vous aimez cette vidéo, vous pouvez vous abonner, cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos, ou sur le petit pouce en l'air, voire même sur le bouton merci, pour m'aider financièrement à continuer cette chaîne. Merci d'avance pour ça. Un ordre personnalisé des clips dans le Media Pool. Ici, je suis dans mon Media Pool, et je suis dans le mode vignette. Ici, on a toujours pu modifier l'ordre des clips, par exemple selon le nom du clip, ou alors selon le type de clip. Mais dorénavant, il y a également le mode custom. Et le mode custom, ça veut dire que je peux déplacer mes clips et les mettre où je veux. Ça veut dire que si j'ai vraiment une organisation à moi, je peux tout à fait créer cette organisation sur mesure. Je peux également revenir à un moment, par exemple, à un classement par type, et lorsque je reviendrai sur Custom, je retrouverai mon mode personnalisé. Je peux imaginer des workflows dans lesquels ça peut être pas mal intéressant, ça. Un smooth cut amélioré. Alors c'est quoi le smooth cut? Le smooth cut, par exemple, si vous avez ici un enchaînement de 2 clips avec un jump cut, on va le mettre en un petit peu plus grand. Vous voyez ici qu'il y a un petit jump cut, et donc on a l'image qui saute ici d'un coup, donc ça se voit qu'il y a un jump cut. Si on veut pas que cette saute se voit, on avait depuis longtemps le smooth cut. Le smooth cut, je vous le montre. Ça, c'était le smooth cut tel que avant, ça faisait ceci. Mais si je regarde image par image, je vois que ça crée des trucs pas terribles. Par exemple, ici, la lunette, elle se dédouble. Voilà, c'est pas top. Donc effectivement, on voit plus le cut, mais il y a cet effet de lunette dédoublée qui est pas terrible. Et dorénavant, on a ici la case Speed Warp au sein du Smooth Cut, et donc ça va utiliser de nouveau de l'IA pour vraiment recréer les images intermédiaires entre une série d'images, et voyez ici la différence. Là, on voit absolument rien, vraiment la coupe est complètement invisible, c'est vraiment fou, et voyez ici, image par image, les lunettes, elles suivent parfaitement, il n'y a aucun problème. Autant, je vous avoue que j'ai quasiment jamais utilisé le Smooth Cut parce que la qualité n'était pas terrible, celui-là, je vais vraiment l'utiliser. Le source tape dans la page Edit. Le source tape, vous le connaissez peut-être si vous connaissez la page Cut. Et maintenant, ça y est, c'est arrivé. Dans la page Edit, comment ça se passe? Par exemple, ici, j'ai tous mes clips qu'on a vus tout à l'heure avec mon magnifique dialogue. Dorénavant, ici, j'ai le source tape, c'est-à-dire que je peux voir l'entièreté de mes prises ici, les unes à la suite de l'autre. Si vous connaissez le source tape dans la page Cut, vous savez à quel point c'est vraiment un outil super. C'est l'une des raisons principales pour laquelle j'utilise de temps en temps la page Cut. Maintenant, ça y est, c'est dans la page Edit. D'ailleurs, de manière générale, ils ont rajouté plein de trucs de la page Cut dans la page Edit et plein de trucs de la page Edit dans la page Cut. Ce qui fait que ça se rapproche un petit peu de ce que j'espérais moi, à savoir qu'un jour ils fusionnent les deux, parce que honnêtement, c'est ça qui est le mieux, quoi. On n'arrête pas de se rendre compte que chaque fois il y a une page de laquelle il manque les fonctions de l'autre. Et donc là, ils sont en train de faire un boulot de fou de, en gros, tout dédoubler. Et on va finir par avoir 2 pages Cut et Edit identiques. Je pense qu'il ferait mieux de fusionner une bonne fois pour toutes les deux, mais bon, voilà, ça se fera peut-être un jour. Le Multicam Smart Switch. Alors ça, je connais plein d'entre vous qui vont être contents. Et pas les éditeurs de logiciels qui faisaient ça de manière externe à DaVinci Resolve, parce que maintenant, ils servent plus à rien, ces logiciels. Ça permet de créer automatiquement le montage à partir d'un multiclip. Alors en fait, ceci est un multiclip. Là, si je l'ouvre en mode multicam, vous voyez tout ce qui le compose. Bon, là, on a l'impression que c'est 3 fois le même plan, mais en fait, là, si j'ouvre vraiment ce clip, vous voyez en fait qu'il y a l'angle 3 qui est un gros plan de moi, l'angle 2 qui est un gros plan de mon ami Gilles, et l'angle 3 qui est le plan large. Ça n'est jamais reflété dans la vue multicam, c'est d'ailleurs dommage, je trouverais bien qu'on voit ça, mais bon, bref, peu importe. Et alors comment ça marche le Multicam Smart Switch? Eh bien maintenant que je suis bien en mode multicam, j'ai un nouveau bouton, celui-ci. Je clique dessus, vous voyez qu'il y a pas mal de réglages. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, je ferai peut-être une vidéo dédiée par la suite, mais en tout cas, je fais Analyze. Il va analyser l'ensemble de mes 3 clips, analyser l'audio et également analyser l'image pour voir qui est en train de parler, parce qu'il va servir de qui est en train de parler visuellement à l'image pour savoir quand est-ce qu'on doit le voir ou ne pas le voir. C'est relativement rapide, là, avec un Mac M1 Max, j'ai une vitesse d'analyse de 75 frames par seconde, c'est déjà pas mal, et voyez, ça y est, il a tout fait. Si je peux regarder ici mon montage, voilà, on voit qu'on passe bien d'un plan à l'autre, selon qui parle. Est-ce que je pourrais avoir un truc entre les mains? Dès qu'il y a un silence, il revient au plan large, parce qu'on lui a demandé ça dans les options, et vous voyez qu'à chaque fois que je parle, c'est bien moi qui ai été choisi. Là, il y a un silence, il revient au plan large. Et
C'est Gilles qui parle, c'est lui qu'on voit, et ainsi de suite. Imaginez le temps de gagner sur des trucs genre podcast. Ça, c'est un temps de fou. Et après, évidemment, rien ne vous empêche d'aller modifier tout ce qui a été fait. C'est une première passe. Ensuite, faites tout ce que vous voulez comme amélioration, mais déjà, quel gain de temps. Encore une fois, de l'IA, je vous le dis, l'IA vraiment est devenue omniprésente dans DaVinci Resolve. Sachez d'ailleurs en passant que souvent, tout ce qui est boosté à l'IA sera plutôt dans la version studio, donc la version payante. Il y a de plus en plus, je dirais, un grand gap entre la version gratuite et payante. Non pas que la gratuite soit de moins en moins bien, elle continue de s'améliorer, mais la version payante devient tellement mieux que ça vaut de plus en plus la peine de payer, surtout prix ridicule que l'on a payé pour l'instant. Une vue de l'étalonnage d'un clip depuis la page Fusion. Je m'explique. Actuellement, j'ai un clip. À ce clip, vous voyez ici que j'ai rajouté une petite coloration, voilà, rouge. Donc ça, actuellement, le visualisateur de la page Edit nous montre bien cette coloration rouge. Par contre, quand je vais dans Fusion, là par exemple ici, je passe dans Fusion, là vous voyez qu'actuellement j'ai rajouté ces nodes mais dans lesquels il n'y a rien. Et actuellement, je ne vois pas dans Fusion le résultat de mon étalonnage. Je ne vois que ce qui est créé par Fusion. Sauf si dorénavant, je vais dans Media Out et qu'ici je choisis Color. Et ça y est, je vois ce qui sort de la page Color. Ce qui me permet par exemple, mon fameux titre que j'ai rajouté ici je vais rajouter, voilà, titre. Si par exemple j'ai envie qu'il soit du même rouge que le rouge utilisé dans l'étalonnage, je vais pouvoir ici choisir un rouge qui s'approche. Voilà, ici je sélectionne mon rouge, si je veux qu'il soit un petit peu plus foncé, voilà, et je vois immédiatement si mon rouge, il va bien aller à mon clip une fois qu'il aura été étalonné. Donc ça c'est vraiment super, ça évite les allers-retours incessants entre la page Color et la page Fusion pour essayer de faire matcher des choses qu'on règle dans deux pages différentes, c'est vraiment beaucoup mieux. Un Magic Mask amélioré. Le Magic Mask, c'était déjà fantastique, mais apparemment il est encore mieux maintenant, l'algorithme est encore mieux, il y aura moins d'erreurs. Il y a des petites différences dans l'utilisation. Ici par exemple, je vais aller dans Magic Mask. Vous voyez aussi dorénavant qu'il n'y a plus Person Mask et Object Mask, c'était un petit peu inutile. Dorénavant, c'est une seule et même chose. Et dorénavant, on ne doit plus tirer des lignes, mais simplement faire un point. Déjà, je vais sélectionner ceci pour qu'on voit bien ce que je vais sélectionner. Par exemple, je choisis le visage. Automatiquement, vous voyez que tout le visage a été choisi. Si par exemple je choisis la chemise, il va comprendre que c'est l'entièreté du personnage que je veux choisir. Là, si je veux un petit peu mieux comprendre ce que j'ai sélectionné, je vais ici dans le Highlight. Je vois que la guitare actuellement n'est pas sélectionnée. Si je veux rajouter la guitare, je choisis la guitare et automatiquement, il a rajouté la guitare. Ah, il a un petit problème avec le manche, je rajoute le manche. Et voilà, il a tout sélectionné. La qualité est censée être bien meilleure. Là, j'ai pas encore eu l'occasion de beaucoup tester. Bon, testons ici. Je lance ici le tracking dans un sens et dans l'autre. Et voyons le résultat. Alors c'est pas mal, sauf ici on voit le manche de la guitare, il est pas dingue, là il bouge un petit peu, et dorénavant, il y a un outil ici de pinceau qui permet d'aller modifier ça. Alors ici, je vais spécifiquement ici voir les points qui dérangent, et par exemple, voilà, on peut voir qu'à partir de là j'avais le 5e petit truc qu'on tourne, je sais pas comment ça s'appelle, et ici, voilà, il commence à disparaître. L'image d'après il disparaît, je vais choisir ici mon petit outil pinceau, et je vais aller régler évidemment d'abord la taille de mon outil pinceau, voilà, et avec mon outil pinceau, je vais aller dessiner pour retrouver uniquement à cette image-ci ce qui me manquait. Et pareil pour l'image d'après, je peux aller choisir et comme ça, je vais aller faire du image par image, la correction, si jamais, effectivement, il n'a pas réussi à tout faire parfaitement. Donc d'une part, il va faire les choses mieux automatiquement, mais en plus après, si l'automatique n'a pas été parfait, vous pouvez corriger manuellement image par image. Donc ouais, c'est une belle amélioration. Un zoom dans l'image au niveau du pointeur. Ça d'ailleurs, je viens de l'utiliser, je sais pas si vous avez remarqué, mais avant, lorsqu'on faisait aller sa molette pour zoomer dans l'image, ça zoomait au centre, et ensuite il fallait cliquer avec le bouton central pour déplacer l'image. Dorénavant, le comportement c'est je vais aller zoomer à l'endroit où est placé mon pointeur. Par exemple, si je veux zoomer ici sur le coin de l'image, je zoome, et c'est bien sur le coin que ça va zoomer, et non plus à l'intérieur. Donc ça aussi, c'est pas mal de gain de temps, c'est vachement bien. Un nouveau mode dans le Color Warper. Alors, le Color Warper qui est le fils de Ben, Ben Warper. Ce Color Warper, il y avait plusieurs modes ici, les deux modes que vous connaissez. Dorénavant, il y en a un troisième. Donc, comment ça se passe? Par exemple, je choisis ma guitare, je clique dessus, ça a créé un point, et ce point, ça me permet de faire des modifications type Color Warper, donc c'est-à-dire en même temps le hue, la teinte, et en même temps la saturation. Voilà, selon qu'on s'éloigne du point central, ou qu'on tourne autour du point central. Et on comprend bien ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il a choisi tout ce qu'il y a autour, c'est qu'il va modifier tous les pixels qui sont autour de ça, et vous allez modifier tous ces pixels. Ce qui veut dire aussi que si je vais par là, du coup ça modifie aussi tout ce qui va être changé, donc pas uniquement la guitare. Parce qu'on est dans ce mode-là qui est un peu plus bourrin. Il y a sûrement des usages que je ne vois pas. Par contre, l'autre mode qui est plus intéressant, c'est celui-ci, qui donc va faire la même chose, mais donc me permet de choisir des couleurs qui sont ici, sans modifier tout ce qu'il y a entre les deux points.
entre ce point-là et ce point-là, puisque mon cercle ici, il reste au même endroit, il garde la même taille, et donc je peux modifier très facilement ma guitare. Je peux modifier aussi l'ensemble des couleurs qui ont été sélectionnées pour un petit peu affiner ça. Bref, il y a plein de sous-réglages, faut un petit peu se plonger dedans, mais je crois que c'est pas mal. Un outil de suppression des silences. Là, on est dans la page Fairlight et je peux dorénavant faire un clic droit et faire Remove Silence. Vous voyez que ça ouvre cette petite interface. D'une part, ici en rouge, on voit tout ce qui est considéré comme un silence selon les réglages actuels, c'est-à-dire que je peux modifier le seuil, et donc plus le seuil est bas, et moins il y a de choses qui seront considérées comme un silence. Donc là, évidemment, je vais un peu remonter pour vraiment prendre les silences. Je peux également modifier, rajouter un petit peu plus de temps avant le silence, un petit peu plus de temps après le silence, déterminer également quel est le minimum de coupe qu'on peut faire, rajouter un petit fade sur l'entrée et la sortie, je fais Remove Silence, et ça y est, ça a découpé l'entièreté de mes clips. Et là, si je zoome, vous voyez effectivement qu'on a bien les petits fondus qu'on avait demandé, qui sont au début et à la fin de chaque chose. C'est pas mal, c'est un petit peu l'équivalent de ce qu'on pouvait faire avec un effet gate, sauf que ici, une fois qu'on l'a créé, on peut modifier individuellement chacun des clips. Et puis l'outil qui permet quand même pas mal de réglages, notamment par rapport au seuil, donc de vraiment sélectionner les vrais silences. Ouais, c'est un chouette outil. Un séparateur de pistes audio, ça de nouveau c'est un truc basé sur de l'IA, c'est vraiment génial. Imaginons que vous avez enregistré un dialogue, mais que comme un con vous avez utilisé uniquement une seule perche, un seul micro, et donc vous avez le son des deux protagonistes sur une seule et même piste. Et donc vous ne pouvez pas par exemple créer un EQ différent pour un personnage et un autre EQ pour l'autre, ou rajouter un effet sur un personnage et un autre sur l'autre, puisque vous n'avez qu'une piste. Et ça c'était avant qu'il existe ce que je vais vous montrer. Ici je vais faire un clic droit sur mon clip, vous voyez qu'actuellement c'est un clip vraiment mono, même si c'est un double mono, mais c'est un clip mono, il y a vraiment que une seule piste qui est juste dédoublée. Si je fais un clic droit et que je vais dans AI Tools, j'ai dorénavant le Checkerboard to New Tracks. Et vous voyez que là, c'est carrément... alors je sais pas si c'est immédiat parce que j'avais déjà fait l'opération avant pour faire un petit peu des essais, mais en tout cas c'est très rapide, et vous voyez que ça a bien fait ce que je voulais, à savoir que ici, ça a créé deux pistes séparées, ça a bien indiqué ici, ça c'est le speaker 1, ça c'est le speaker 2, allons vérifier. Là, j'écoute. Ok, et je suis qui? Là, effectivement, c'est moi qui parle, et là, speaker 2. Ok, et moi, je suis... Eh oui, c'est Gilles qui parle. Ok. Et là, c'est Patrick qui parle. Mais pour toutes les... Et là, c'est Gilles qui parle. C'est vraiment, mais... tellement pratique, ça va me servir tellement ce truc-là. Il y a que moi qui suis excité, non? Vous un petit peu aussi quand même? J'espère, parce que je sais pas ce qu'il vous faut sinon. Le EQ Match. Alors ça permet de créer un EQ automatique, donc un égaliseur automatique, pour essayer de faire correspondre deux clips qui ont une signature sonore très différente. Par exemple, ces deux clips-ci, là, ce clip, je l'ai enregistré avec mon micro très près de la voix, un micro-cravate que je positionnais ici. Enregistré vraiment tout près du micro. Donc là, le son est bon. Et sur le deuxième clip, là, par contre, je l'ai mis assez bas, et donc du coup, la qualité sonore est vraiment très différente. Il y a notamment beaucoup moins de basse, beaucoup moins de présence, écoutons. C'est enregistré nettement plus loin du micro. Voilà, c'est vraiment très différent. Alors d'abord, je vais choisir le clip dont je veux créer le modèle d'EQ. Ici, je vais ensuite dans Clip, je vais dans Audio Operations, EQ Matcher, Capture EQ Profile. Ça a créé un profil d'EQ. Et ici à présent, je vais sur le clip sur lequel je veux copier l'EQ. Pareil, je vais dans Clip, Audio Operation, EQ Matcher, Apply to Clip EQ. Et automatiquement, vous voyez que ça a rajouté, en fait, une égalisation qui a boosté les basses, puisque ça manquait de basses. Ça reste très différent, c'est normal, je m'attendais pas à mieux que ça. Mais néanmoins, si vous avez des EQ pas si éloignés que ça permet très rapidement de créer une courbe d'EQ qui va vraiment essayer de reproduire le plus fidèlement possible la signature d'EQ du premier clip. Donc si vous n'y connaissez pas grand-chose en audio, en EQ, mais que juste vous entendez « Ok, ces deux clips, ils sonnent vraiment pas pareils », vous pouvez facilement appliquer ça. C'est pas mal de temps de gagner, d'expérimentation, et en plus le tout, des fois, pour un résultat médiocre si on s'y connaît pas. Donc franchement, pas mal. Le Audio Assistant. Alors ça, de nouveau, c'est de l'IA, mais puissance 1000, c'est assez dingue. Ça permet de faire le mixage tout seul. Vous n'avez plus besoin de mixer. C'est aussi simple que ça. Enfin, du moins, si ça marche parfaitement. Ça, on va le voir au fur et à mesure du développement des bêtas, mais je vous montre en gros comment ça marche. Ici, j'ai une timeline avec, voilà, un clip vidéo. J'ai rajouté 3 petits effets sonores, et ici une musique, et puis là, tout en haut, on a le son qui va avec la vidéo, voilà. Actuellement, rien n'est mixé, donc... voilà, la musique est beaucoup trop fort, voilà, il y a rien qui est corrigé. Si je vais dans la page Fairlight, on voit ici qu'il n'y a aucune correction de dynamique, d'EQ ou de quoi que ce soit. Et à présent, je veux faire mon mixage de fainéant. Je vais ici dans Timeline, je vais dans AI Tools, et je vais choisir Audio Assistant. Là, il me demande quel est mon standard de livraison. Donc j'ai le choix entre, par exemple, YouTube, Disney, Netflix, etc. Là, prenons YouTube. Je fais Automix. Et ça y est, il commence à bosser. Première chose, c'est qu'il commence à faire de la classification audio. Donc savoir qu'est-ce qui est de la musique,
qu'est-ce qui est du son qui est lié à une vidéo, qu'est-ce qui est des effets sonores. Ça y est, il a fait tout ça. Maintenant, il va commencer à faire un mix du dialogue. Il analyse le dialogue, il modifie ça. Ensuite, la musique, il fait pareil, il va aller choisir le niveau, il va aller repérer ensuite les effets sonores, et enfin appliquer un mastering final. Écoutons le résultat. Un point commun entre les pages Edit. Alors la musique est encore un peu haute pour moi, donc pour moi c'est pas encore parfait du tout, hein, forcément, mais l'avantage c'est qu'on peut complètement modifier les choses manuellement aussi après. Alors, Effusion, c'est utilisateur. Voilà. Mais en gros, vous voyez que ça crée des automations dans la musique. Ça rajoute aussi des fois, là je vois que ça ne l'a pas fait, je ne sais pas pourquoi, ça rajoute aussi des fois des EQ, même de la dynamique, ici ça ne l'a pas fait. Est-ce que de nouveau c'est un bug, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est différent de tout à l'heure, je ne sais pas. Ce que ça m'a fait aussi tout à l'heure, c'est de créer des couleurs différentes selon les pistes. Là ça ne l'a pas fait, par contre ça a rajouté des en-têtes à qu'est-ce qui est musique, qu'est-ce qui sont des effets sonores. Je pense que tout ça est encore en bêta et va être amélioré par la suite, mais le principe même que ça existe, je trouve ça assez dingue. Changer l'ordre des pistes dans Fairlight facilement. Jusqu'à présent, pour changer l'ordre des pistes, on était obligé de passer dans la partie index, et là, on pouvait modifier l'ordre des pistes. D'ailleurs, cet index, je trouve qu'il sert quasiment que à ça, en tout cas moi je l'utilise que pour ça. C'est un petit peu débile d'ouvrir une fenêtre pour faire ça, alors qu'il y avait une méthode a priori plus simple, c'est de le modifier directement dans la timeline. Mais dorénavant, on peut le faire. Ici, je prends mon SFX3, je le mets au-dessus de SFX1, et ça y est, on a modifié l'ordre. C'est tellement plus logique. Des toutes petites modifications aussi dans la page Deliver, notamment pour les presets. Si vous avez créé un preset, par exemple ici, j'ai le mien. Si je vais dans les trois petits points, et que vous allez ici dans mon preset qui s'appelle New YouTube, dorénavant, je peux éditer également l'icône. Donc si par exemple je veux que l'icône ressemble à un téléphone, je fais save et j'ai une icône téléphone. Ça permet de plus facilement repérer différents settings que vous avez créés. Mais également, et ça c'est vachement bien, vous savez peut-être que dans la page Edit, il y a également la partie Quick Export qui donne accès aux différents settings pré-réglés dans DaVinci Resolve. Dorénavant, on peut également y rajouter vos settings personnalisés. Donc pour ça, je vais dans la page Deliver, ici je rechoisis mon New YouTube, trois petits points, mon New YouTube, ici je vais faire Add to Quick Export, je retourne dans Edit, je fais mon Quick Export, et dorénavant il est là mon New YouTube. Et il y a encore plein de choses, je vous invite, si vous êtes un peu aventurier, à aller regarder tout ça de votre côté, pensez bien à créer une bibliothèque rien que pour ça, ne faites pas de bêtises, sachant que je vais encore passer des heures à rentrer dans tout ça, à découvrir les nuances, je vais sans doute vous faire plein de vidéos avec le détail de chacune des fonctions, mais ce qui est clair c'est que c'est vraiment une très belle mouture. Allez, là-dessus, je vous laisse en compagnie de cette vidéo. Salut, bye!